Aujourd'hui, on reçoit Déborah Bardot. Déborah, elle est scientifique spécialiste des albatros, elle est exploratrice, elle est entrepreneure, elle est autrice et elle a publié très récemment Déployer sa vie comme un albatros, bouquin superbe qui a été publié aux éditions Tana et dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Déborah. Salut! Je suis extrêmement heureuse de t'accueillir ce matin. Euh, Avant de démarrer, on va passer la traditionnelle petite page de publicité. Je vais vous dire quelques mots sur Rivage. Rivage, c'est l'entreprise que j'ai cofondée avec Thibaut Gabriard, mon associé. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises vers la préservation du vivant. Et on fait ça à travers 3 activités. La première, c'est une activité de sensibilisation aux enjeux du vivant, dans lequel on va proposer des ateliers, des cycles de conférences, dont la conférence de Déborah, par exemple, et de la veille et du contenu RSE. On accompagne ensuite les entreprises, dans leur stratégie, biodiversité, ou alors plus généralement sur, de la stratégie RSE. Hop là. Aujourd'hui, au programme de ce webinaire avec Déborah, je vais te laisser la parole et tu vas parler de ton parcours. Tu vas nous parler ensuite des albatros, de ton lien, de qu'est-ce qui te fascine chez eux, et tu vas voilà, nous partager ton amour pour cette espèce. Tu nous parleras ensuite des menaces qui pèsent sur les albatros. Puis, on viendra sur une autre partie de ton bouquin qui était plus autour de ton exploration pour trouver ta voie au service de cette mission de préservation de la biodiversité qui est très claire et qui façonne toute ta vie. Et tu nous parleras ensuite de comment est-ce qu'on vit en tant qu'exploratrice quand on est maman, avec bah, voilà, toutes les difficultés, les moments inattendus que ça peut poser. Il y a Thibaut qui est dans le chat, qui est avec nous pour modérer le chat, pour répondre à vos questions. On va avoir un temps de questions-réponses, mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions-réponses en direct et on essaiera d'y répondre au maximum. Et puis sinon, bah, on les gardera pour ce temps de questions-réponses de la fin. Et avant de laisser la parole à Déborah, je voulais dire quelques mots sur le livre Déployer sa vie comme un albatros que j'ai eu l'occasion de lire, notamment pour préparer ce webinaire, et je me suis vraiment régalée. C'est un pur ovni de la littérature. Entre ouvrages scientifiques, carnets de voyage et livres de développement personnel, on y suit le parcours d'une femme engagée qui ose se dévoiler et partager aussi bien ses découvertes scientifiques que ses explorations personnelles. Déborah, tu m'as fait découvrir les albatros dont je ne connaissais rien, mais tu as surtout réussi à transmettre ton émerveillement à leur contact. Dans ton livre, on te suit aussi bien dans ta première expédition en Antarctique entre les 40e rugissants et les 50e hurlants, dans les labos de recherche de Cambridge, que dans ton parcours d'entrepreneur et de maman. Tu nous plonges sur les traces de tes ancêtres, aux racines de la crise de l'érosion de la biodiversité et dans les outils de leadership qui ont éclairé ton parcours. À titre personnel, je voulais te dire un grand merci pour les quelques heures que j'ai passées à te lire. Plus qu'un livre, c'est une aventure que tu nous proposes, qui bouillonne d'énergie et de liberté et dont on ressort un peu changé. Waouh! Euh, donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Et bah, sans plus attendre, j'ai envie de te laisser la parole et que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours et comment tu en es arrivée à avoir cette rencontre avec les albatros dans ta vie. Alors, merci beaucoup pour, ton analyse du livre. Je trouve les mots bien choisis et c'est exactement ce que je voulais comme impact sur les gens, donc gros, gros kiff. Donc mon parcours, moi je suis née à Marseille, d'une famille qui est arrivée d'Afrique du Nord.
et dont je parle de façon très intime dans les premiers chapitres du bouquin. Mon père, il a dû quitter le Caire où il est né quand il avait 2 ans à cause de la crise du canal de Suez. Et ma mère, elle a quitté l'Algérie, Constantine, quand elle avait 5 ans à cause de la guerre d'Algérie. Donc, ils sont arrivés tous les deux dans les quartiers nord. Et c'est de là que moi, je suis née avec une famille qui n'a aucun intérêt pour l'environnement. Par contre, qui a envie de se débrouiller toute seule, donc beaucoup d'indépendance et qui a beaucoup de respect pour les autres. Avec aussi une forme d'optimisme très fort, c'est-à-dire on n'a pas le droit de pas se sentir bien. C'était limite une injonction hein, au départ, et donc on va y arriver, on va sortir de là, et donc tout est possible. Donc moi j'ai grandi là-dedans et ce respect associé à une fascination que j'avais pour les petites bêtes dans le jardin de mes grands-parents, c'est devenu ma passion et c'était une évidence quand les adultes ils me voyaient à l'époque qu'il fallait que j'en fasse mon métier. Et ben donc j'ai tracé tout droit dans les études avec une détermination que je retrouve chez ma fille aujourd'hui, une détermination pour essayer de comprendre ce qui se passe et puis se donner les moyens d'arriver dans la carrière qui me plaît. Et donc moi j'ai mis très longtemps à trouver que c'était pas vétérinaire qu'il me fallait parce que tout le monde ne parlait que de ça, mais c'était plutôt chercheur. Et donc voilà, j'ai obtenu un doctorat sur l'écologie des populations d'albatros. Et là, je me suis dit, c'est mon job de rêve. OK, donc les albatros, au final, il y avait vraiment cet amour pour les animaux, mais les albatros, c'est arrivé un peu par hasard, dans le fond? Complètement, complètement, parce que moi, au départ, j'étais fascinée par les insectes. C'est le premier truc qui était accessible autour de moi. Après, quand j'ai fait mes études, j'ai eu un coup de cœur sur les amphibiens, notamment avec un travail au Costa Rica qui était vraiment génial. Et après, quand j'ai commencé à harceler les labos de recherche pour faire des stages un peu plus concrets, j'ai commencé à bosser au parc national de Port-Cros, donc sur les îles méditerranéennes, où là, on bossait la nuit sur les falaises, sur les oiseaux marins. Et j'ai trouvé ça cool, les oiseaux marins, parce que c'est l'interface entre le milieu terrestre et le milieu marin. Donc déjà, en tant que personne, tu es toujours dans des endroits trop beaux. Et puis après, en cours, on m'a parlé de démographie et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire. Les analyses mathématiques qui permettent d'expliquer pourquoi une population, elle diminue. Parce que c'est ça qui va permettre de les sauver, du coup. Si tu sais pourquoi elle diminue, tu peux voir sur quels paramètres il faut agir pour qu'elle remonte. Et donc, tu agis vraiment pour la protection de la biodiversité. Et il s'avère que les albatros sont des oiseaux très gros qui sont bagués avec des bagues en métal avec un numéro individuel depuis les années 50. Et donc, on a les meilleures bases de données du monde pour des espèces sauvages qui sont sur les albatros. Et donc, c'est eux qui sont venus à moi comme ça. C'est pas moi qui les ai choisis. Ah bah, écoute, c'est, une intro, enfin une transition, parfaite. Moi, en lisant ton bouquin, ce que je disais en intro, vraiment, je connaissais rien sur les albatros. C'est vraiment tout ce que tu partages à la fin. On les connaît, on les aime, je pense qu'on les trouve, aussi fascinants que toi. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, peut-être déjà ton premier contact, avec les albatros et puis ensuite, qu'est-ce qui t'a, fasciné chez eux? Alors, donc moi, hyper déter, je trace dans les études. En master, il y a toujours pas mal la pression parce que tu as un certain nombre de financements de thèse qui sont accessibles en fonction du classement du master. Et moi, j'étais pas hyper bien classée, j'étais vers la moitié. Et au final, je passe un entretien pour un financement qui venait d'être obtenu sur les albatros. Et donc, c'est moi qui le décroche. Et là, au bout de j'arrive dans un labo dans les Deux-Sèvres, tu vois, la Marseillaise dans les Deux-Sèvres. Mais c'est un labo qui est spécialisé sur les terres australes et antarctiques françaises et qui envoie une grosse partie des gens qui vont bosser là-bas. Donc, Kerguelen, Crozet, Amsterdam et le quatrième district, c'est la Terre Adélie. Et là, au bout de 3 mois, je reçois mon pactage de l'Institut polaire français et j'embarque sur le Marion Dufresne à La Réunion, donc le navire océanographique français. Donc je suis hyper excitée, hein, je me contiens là. Mais on embarque, on se prend une méga tempête, on part, et puis nous, on a des comptages à faire avec la jumelle, les jumelles que j'ai toujours avec moi, à la passerelle du bateau, mais le bateau, il bouge énormément, donc t'as envie de vomir, voire même de mourir, tellement le mal de mer, c'est horrible. Et puis tu sais qu'à un moment donné, donc tu observes plein d'oiseaux, tu es en pleine mer, c'est la première fois que je vois plus la côte,
Et tu sais qu'à un moment donné, tu vas voir un albatros, mais tu n'en as jamais vu et tu sais que tu bosses dessus et personne peut t'expliquer vraiment ce que c'est. Et donc, je le décris dans le livre. Et le moment où j'en ai vu un, j'ai su que c'était ça. Parce que tous les oiseaux que j'avais pu observer avant, ils avaient peut-être allez, 1 mètre, 2 mètres d'envergure. Mais là, 3,70 m. Je ne sais pas si vous réalisez, 3 mètres. Moi, je fais 1,60 m, donc je fais 1,60 m d'envergure. Bah, c'est plus de 2 fois moins. Et faites-le avec vos bras si vous voulez. C'est immense. Euh, et, euh, et là, je l'ai vu à la jumelle et je me suis dit, oh, c'est ça, c'est un albatros. Et il y avait la tempête dehors, il y avait des vagues énormes. Et lui qui plane tranquille, qui s'approche du bateau, il dépense aucune énergie. Il a cette petite goutte au bout du bec parce qu'il boit de l'eau de mer et ses glandes à sel, elles filtrent. Donc il a toujours une goutte de sel au bout du bec, un gros crochet avec une goutte. Et c'est un moment de grâce en fait. Tu peux pas l'expliquer. Et donc ça, c'était quand je les ai vus pour la première fois en mer. Mais quand je les ai vus pour la première fois à terre, on avait marché pendant 7 heures avec des sacs à dos de 30 kilos. C'était hyper dur. On avait juste une radio, un téléphone satellite pour pouvoir prévenir la base scientifique de Kerguelen qu'on était vivant. On était 3 pendant 1 mois tout seuls. Et puis on arrive au détour d'un rocher. D'un coup, tu sens l'odeur de la colonie, tu entends la cacophonie et tu te tournes et tu vois 3000 couples reproducteurs d'albatros à sourcils noirs. Donc là, la photo, c'est les albatros sur l'heure. Les sourcils noirs, bah, ils ont des gros sourcils. Ils te regardaient avec un air inquisiteur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et, euh, et j'ai eu le souffle coupé, quoi. Donc, c'est des oiseaux extraordinaires. Et je pourrais en parler pendant des heures, mais je m'arrête. Ouais. Et du coup, ce que j'ai découvert en lisant ton bouquin, c'est que les albatros sont les plus grands oiseaux du monde. Mm. Alors, les plus grands en hauteur, c'est les autruches, mais elles peuvent pas voler. Les plus grands en envergure au niveau terrestre, c'est les condors. Et à peu près à égalité avec les condors des Andes, à égalité avec les albatros. Et les albatros qui sont des oiseaux entièrement pélagiques, c'est-à-dire qui sont adaptés à vivre en haute mer. Et pas, des fois les gens ils me disent, mais c'est quoi la différence avec un goéland? Je dis, oui, c'est noir et blanc, c'est un bec, ça vit dans la mer. Mais un goéland, c'est près des côtes, c'est opportuniste, c'est beaucoup plus petit, ça fait 3 poussins que ça pond directement au sol et ça peut refaire une deuxième portée dans l'année. Un albatros, il pond un œuf tous les 2 ans. Il fait 3,70 m d'envergure, donc il va voler seulement être présent seulement dans les zones autour de l'Antarctique où il y a les vents les plus forts du monde. Et il a une technique de vol qui est très spécifique où il a un système de blocage des ailes et il va jamais battre des ailes en fait parce qu'elles sont trop grandes. Donc il va se servir des courants, notamment des courants contraires, pour prendre de la hauteur et ne jamais battre des ailes. Donc il redescend et il refait une boucle où il se met face au vent, ça lui fait prendre de la hauteur et là il choisit son cap et il redescend. Et, euh, et donc, c'est des oiseaux qui sont très grands et donc, ils ont un mode de vie très lent qui, en fait, se rapproche de nous. C'est ça que j'aime bien aussi chez eux, c'est que ils peuvent vivre jusqu'à 74 ans. Donc, la plus vieille albatros qu'on connaît, elle s'appelle Wisdom, elle niche à Hawaï, parce qu'il y a 4 espèces dans l'hémisphère nord, sur les 22. Et c'est une albatros cougar. Elle est avec un petit jeune de 35 ans et elle vient de pondre, peut-être, on ne sait pas exactement, mais son 60e œuf de sa vie. Donc, non, pardon, je dis n'importe quoi. Son 30e œuf de sa vie. Et, euh, et c'est des oiseaux qui vivent très longtemps, qui sont fidèles à vie à leur partenaire, Mhm. qui sont parce que l'élevage du poussin leur oblige dans un milieu aussi contraignant que l'océan austral, qui sont fidèles à leur site de reproduction. Donc, ils vont, comme les saumons, naître sur un endroit. Au bout de 3 mois, ils s'envolent pendant une dizaine d'années. Ils vont apprendre à chasser et s'ils survivent, ils reviennent exactement là où ils sont nés pour chercher un partenaire à vie. Et ce que j'aime bien chez les albatros, donc au final, ils vont se reproduire pour la première fois autour de 10-15 ans. Donc tous ces traits-là, vivent jusqu'à 75 ans, un partenaire fidèle à vie, l'accès à la reproduction vers 15 ans et un poussin tous les 2 ans, c'est à peu près la même chose que nous. Sauf que eux, ils partagent les tâches à 50%. Et là, bon, ça peut se discuter. Mais c'était super dans ton bouquin parce que ouais, tu racontes bien ça. Comme en effet, ils se partagent les tâches et tu vas même enfin, plus loin, c'est-à-dire comment est-ce que tu pourrais nous raconter un peu voilà, comment de temps en temps ils sont obligés de prioriser
Enfin, déjà, comment est-ce qu'ils se partagent les tâches? Comment ça se passe entre le mâle et la femelle, pour, s'occuper de l'enfant? C'est quoi leurs contraintes? Qu'est-ce qu'ils font? Et comment ils priorisent les enjeux quand il y a leur survie qui est en jeu? Alors, déjà, faut se positionner sur l'océan austral. C'est un milieu extrêmement complexe et incertain. Donc, c'est les vents, les mers les plus redoutées du monde. Là, il y a les coureurs du Vendée Globe qui viennent de faire un petit tour. Il y a eu de la casse. Il y a déjà eu des morts. C'est pas un endroit où on va. Si vous regardez sur Marine Traffic, la carte des bateaux dans le monde, les seuls bateaux qui vont dans les mers du Sud, c'est parce qu'il y a des enjeux commerciaux énormes pour des espèces de poissons à choper dans ces eaux-là. Mais à part ça, personne n'y va. Donc eux, les albatros, ils sont hyper adaptés à cet endroit-là. Et pour ça, ils sont grégaires, c'est-à-dire qu'ils vont vivre en colonies de milliers d'individus, mais ils sont pas sociaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment des relations entre les uns et les autres, à part leur couple. Leur couple, c'est leur façon de réussir à surmonter les difficultés pour nourrir leurs poussins. Donc ils ont un nid fixe qui est le même d'une année sur l'autre, et le mâle et la femelle qui vont pas du tout se croiser pendant l'hiver, ils se retrouvent à cet endroit-là et ils paradent et ils se reconnaissent sur leur nid chaque été ou chaque 2 étés, suivant les espèces. Donc, ils sont ensemble et au moment où la femelle, elle va pondre son œuf, le mâle, il prend le premier shift. Donc, par galanterie ou physiologie, la femelle, elle vient de pondre un œuf, elle va en mer parfois pendant 3 semaines, récupérer son énergie et refaire des réserves pour après venir, pendant que le mâle a jeûné, ils font quelques parades et hop, la femelle, elle prend la responsabilité, le mâle part pendant quelques jours, quelques semaines. Et c'est cette danse précise qui s'apprend avec l'expérience aussi, hein, on le voit dans les jeux de données, les jeunes, ils échouent beaucoup plus, parce que le poussin, il a la dalle, ou parce qu'il se fait emporter par un prédateur en volant, ou parce il couvre pas bien le nid, l'œuf, il l'écrase. Et puis à un moment donné, ils vont y arriver, ils vont trouver leur danse très personnelle et le poussin va s'envoler et c'est un succès reproducteur. Donc ça, c'est le système, la complexité du système océanique dans lequel ils sont qui font qu'ils ont besoin de fonctionner comme ça. Et c'est une stratégie opposée de celle des lapins ou des mésanges, par exemple. Donc, en biologie, on dit qu'il y a la stratégie K. Donc, c'est la même que nous et les albatros et les éléphants et les baleines. On investit sur notre survie à long terme avec peu de reproduction. Et si jamais on a un moment où on a trop la dalle et que le partenaire il n'est pas revenu, on se casse. C'est pas grave éthiquement, on abandonne notre poussin, il va mourir. Mais déjà, il se remet dans le cycle de la vie parce que c'est la nourriture pour un autre. Mais le plus important, c'est qu'on favorise notre survie pour se reproduire beaucoup plus de fois les années qui suivent. Alors qu'un lapin ou une mésange, ils ont des portées de 10 individus tous les 3-4 mois. Le but du jeu, c'est d'en faire plein. Et si tu meurs quand tu as 3 ans, c'est pas grave. C'est une autre stratégie. Et en revanche, ça va demander moins de travail de parentalité, on va dire, puisque il y en a beaucoup par rapport à quand il y en a qu'un seul, pour lequel il va falloir plus se dédier. Souvent, quand c'est une espèce plus grosse, elle a une stratégie K, mais du coup, l'élevage du poussin, il est plus difficile enfin, pas plus difficile que quand on a 9, mais parce que c'est des animaux qui grandissent plus doucement et qui ont besoin qu'on leur amène plus de nutriments. Donc là, chez les albatros, le poussin, il faut le nourrir beaucoup, beaucoup. À un moment, il dépasse le poids des parents de 30%, parce que quand il va passer de son duvet à son plumage permanent, il va perdre 30% de sa masse. Et donc c'est un investissement conséquent pour les parents. Puis il y a des années où la bouffe est prévisible et des années où elle l'est pas. Pour une mésange, c'est un petit peu pareil. Avec le changement climatique, il y a les saisons qui sont complètement imprévisibles et notamment, normalement les mésanges, elles calent leur reproduction sur l'outbreak, je sais plus comment dire en français, des chenilles. Au moment où il y a les fleurs, il y a les chenilles et il y a les mésanges qui font leur bébé. Mais avec le changement climatique, elles n'arrivent plus à se caler sur ce moment-là parce qu'il est plus difficile à prévoir. Et donc, quand tu as 9 poussins qui ont la dalle, ils s'arrêtent pas, hein, les deux parents, ils font des allers-retours tout le temps, c'est beaucoup plus difficile d'assurer un succès reproducteur. Est-ce que tu pourrais, nous dire un petit mot sur, ta découverte de l'Antarctique? Parce que donc tu y allais une première fois, là, tu nous as, raconté et puis ensuite, tu y retournais un peu à quel rythme et quel, rapport, on va dire, tu avec, l'Antarctique? Alors,
Déjà, il faut différencier le subantarctique de l'Antarctique. Donc, toutes les îles où ils nichent les albatros, où il y a des millions de manchots royaux, des éléphants de mer, des phoques, dans une abondance à couper le souffle, au sens propre, parce qu'ils fouettent, hein. Les manchots, les albatros, ils sentent bon. Et au sens figuré, parce que c'est extraordinairement beau. Et l'Antarctique, qui est vraiment un continent à part entière, où tout est gelé et au final, il n'y a pas beaucoup de vie. À part un petit peu en été, sur les zones où il n'y a pas de neige, les manchots, ils vont nicher. Sur les plaques de glace, on a les phoques qui vont mettre bas. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Par contre, c'est tout aussi grandiose par la glace, les formes, les tailles, les sons, les couleurs de la glace. Donc, moi, quand je me suis spécialisée sur les albatros, j'ai fait une première mission de 3 mois à Kerguelen, dont je vous ai un petit peu parlé. Ça a été une claque monumentale. Mais après, j'ai passé 3 ans à faire des modèles mathématiques sur mon ordi, d'où les lunettes aujourd'hui, quoi. Euh, Après, j'ai chopé mon job de rêve à Cambridge, en Angleterre, donc à l'Institut polaire britannique où j'ai passé 5 ans. Et là, j'ai refait une mission de 3 mois aux Falklands, donc il y a une autre île subantarctique à la pointe de l'Amérique du Sud, ou les Malouines, ça dépend à qui on demande. Et pareil, là, je les ai vus avec un œil beaucoup moins inexpérimenté. J'ai vu beaucoup plus de détails. J'ai surkiffé. Et après, j'ai envoyé ma carrière de recherche en l'air. J'ai voulu arrêter parce que je trouvais que j'avais pas assez d'impact. Et là, bon, j'ai commencé à faire plein d'autres trucs, mais je me suis rendu compte que j'étais en manque du Grand Sud, que je pouvais pas ne plus voir d'albatros de ma vie, c'était pas possible. Donc, j'ai candidaté, et ça prend un peu le lien avec les questions suivantes. Quand j'étais enceinte de ma fille, j'étais enceinte de 8 mois, donc avec un bide énorme, et je vais candidater dans une grosse boîte marseillaise de tourisme en Antarctique, et j'ai dit, ben voilà, moi, je connais beaucoup de trucs sur les albatros, je suis conférencière professionnelle, j'ai mon permis bateau, si vous voulez, je peux faire guide naturaliste sur vos bateaux. Et ils m'ont dit, mais vous êtes sûr que vous voulez partir en mission pendant plusieurs mois? Je dis, bah oui, je vois pas pourquoi vous posez cette question. Avec le ventre de 8 mois, génial. C'était Et en effet, on y reviendra après, mais donc ouais, on sent d'ailleurs très bien dans ton bouquin, mais que voilà, tu as ces voyages et ces paysages dans le sang, quoi. C'est rentré dans ta sous la peau et que mmh. aujourd'hui ça fait partie de toi. Hem, il y a autre chose que tu racontes très bien enfin, dans le bouquin et en fait qui est assez surprenant, c'est que tu racontes à quel point les albatros vivent dans des régions dans lesquelles, enfin qui sont très hostiles à l'homme et donc qui ont très peu de contact direct avec les hommes. Et pourtant, il y a des menaces extrêmement fortes qui pèsent sur eux, sur leur mode de vie, qui ont fait qu'une partie des espèces sont aujourd'hui sérieusement en danger. Est-ce que tu peux, enfin, et que ces menaces sont liées à l'activité humaine? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter ça, nous parler de ça? Alors moi, quand je travaillais du coup, aussi bien pour les laboratoires français que les anglais, sur des bases de données qui ont commencé dans les années 50 sur plein d'espèces d'albatros, ce qui était frappant, et c'était l'objet de mes articles scientifiques, c'était qu'on essayait de justifier pourquoi les populations, elles déclinent aussi fort. Parce que je vous ai dit que les albatros, c'était les mieux étudiés des espèces sauvages, mais c'est aussi les plus en danger de toutes les familles d'oiseaux. Et là, donc je rentre dans le moule publish or perish, tu vois, dans le monde de la recherche où il faut publier un max. Et, euh, et un des derniers articles que j'ai publié quand j'étais à Cambridge, c'était sur l'effet combiné de deux grosses menaces qui pèsent sur les albatros, les événements climatiques extrêmes et la pêche industrielle. Et quand cet article il sort, franchement, c'était super beau, ça passe dans la presse générale, dans la BBC, et il se passe rien. Et je me dis au final, mais c'est ça mon impact, c'est de publier des articles hyper poussés pour montrer les effets combinés de menaces. Mais en fait, ces menaces, on les connaît depuis 30 ans. Et le problème, c'est pas qu'on les connaît pas, c'est qu'on n'a pas envie de les écouter parce qu'on n'a pas encore vraiment d'effets graves sur nos vies à nous. Donc ces menaces, aujourd'hui, je les présente dans mes conférences sous la forme de 5 choses qui touchent les albatros alors qu'ils sont à l'autre bout de la planète. La première, c'est la pollution.
Donc là, on voit le travail de Chris Taylor sur les albatros de Laysan qui meurent étouffés et leur corps, leur cadavre, ils laissent plein de plastique parce que les albatros, ils sont tellement gros qu'ils se nourrissent à la surface des océans et donc ils vont manger les, les déchets qui sont à la surface. Ça, je l'explique un petit peu plus en détail dans le bouquin. Et ce qu'on voit pas, qui est beaucoup plus pernicieux, c'est les pollutions chimiques qui s'agglutinent sur ces plastiques qui finissent dans leur corps, mais aussi dans le nôtre. Hein. Donc vous comprendrez la métaphore avec nous. La deuxième grande menace qui pèse sur les albatros, c'est l'introduction d'espèces invasives. Tu as mis la photo là, je ne sais pas si c'est bien de l'agrandir, Ouais, elle mais est un peu terrible. Hein. c'est dégueulasse ce qui se passe sur beaucoup d'îles partout dans le monde où les rats ont été introduits partout. Hein. C'est des espèces hyper compétitives et donc quand elles arrivent dans un endroit, elles deviennent invasives, c'est-à-dire qu'elles prennent la place des autres espèces qui étaient là avant. Là, on a des cas où les albatros qui étaient tranquilles sur leurs îles sud-antarctiques, ils sont mangés vivants jusqu'au cerveau par des rats et des souris aussi. Donc, il y a des problématiques d'éradication, mais il faut lever des fonds pour pouvoir les éradiquer. La troisième grande menace, c'est le changement climatique, avec déjà une augmentation moyenne de la température, mais des événements aussi beaucoup plus fluctuants, côté froid comme côté chaud. Donc, moi, ça m'arrivait dans les données de voir des années où le succès reproducteur d'une colonie, donc 300 poussins, c'est zéro. Donc, il n'y a aucun poussin qui a survécu cette année-là, et c'est forcément à cause d'événements climatiques extrêmes, chauds, où ils n'arrivent plus à baisser leur température, ou froid, où ils sont en hypothermie complète. La quatrième cause d'extinction, c'est la dégradation de leur habitat. Donc là, j'ai une photo dans ma conf où on voit un poussin qui est dans une végétation luxuriante et un poussin qui est dans une végétation complètement érodée, où le nid qui normalement fait des belles cuvettes, où l'œuf est bien stable, bah, il est tout tordu, tout bas. Et en gros, cette dégradation, elle est due à des lapins qu'on a introduits volontairement euh, par les fauquiers, donc les gens qui venaient tuer les phoques à coups de bâton là, pour vendre leur graisse et leur fourrure il y a 200 ans de ça. Et, et donc, les lapins, c'est des herbivores qui n'ont rien à faire là. Ils mangent la végétation, ils creusent des terriers, et quand tu es dans les 50e hurlants, bah, le vent, il emporte tout, toute la matière organique que les oiseaux marins ont mis des années à former avec leurs guano, puisque c'est eux qui ramènent tous les nutriments sur ces îles. Et enfin, la dernière menace, c'est la pire de toutes, c'est lié à la surexploitation des espèces, et notamment aux captures accidentelles dans la pêche industrielle. Donc là, au lieu d'attraper des thons ou des légines australes, on attrape des albatros. On estime que c'est 100 000 oiseaux qui sont tués comme ça par an, 100 000 albatros, sachant que sur les 22 espèces, il y en a, je crois que j'ai un tableau résumé dans le bouquin, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont moins de 5 000 eh ben, vous faites vite le calcul hein, sur le rythme d'extinction. Hop, c'est plié. Donc, au quotidien, nous, on a forcément un impact sur ça par nos choix, par nos modes de vie produisant des déchets qui ne contribuent pas à l'éradication des rats, qui euh, commandent des choses sur Internet qui viennent d'Asie et qui introduisent plein d'autres espèces qui génèrent du CO2 et qui, en même temps, quand on achète du thon ou qu'on consomme du poisson, eh ben, il y a plein d'espèces qui sont bycatch, donc qui sont, et c'est pas que des albatros, hein, qui sont attrapées accidentellement. Ça peut aussi être des espèces non cibles de poissons qui sont rejetées. Et voilà, c'est une catastrophe écologique. Et c'est pour ça qu'on entre maintenant dans la 6e extinction de masse de la biodiversité. Et il faut qu'on change nos modes de vie parce que là, c'est le socle de toute notre existence qui s'effrite. Mm. Et les albatros, de par leur résilience, de par leur facilité à naviguer l'incertitude et la complexité, notamment en allant à contre-courant du système, du vent principal, eh ben, je trouvais que la symbolique était très forte pour nous donner des enseignements. Ouais, tout à fait. Et on voit que ça devient vraiment ce symbole. On voit bien les 5 causes d'érosion de la biodiversité là, que Thibaut a remis dans le chat. Et on voit à quel point elles viennent peser sur des espèces même qui sont très loin de nos sociétés humaines et de contact quotidien, quoi. Et je trouve qu'en ça, c'est aussi un symbole extrêmement fort. Mm. Et tu dis quelque chose dans le bouquin aussi dont tu parles, c'est que toi, en tant que scientifique, tu es dans ces colonies d'albatros
que tu es à côté d'eux, que parfois il y a des nids qui vont aller se faire attaquer par des rats, que tu pourrais intervenir, que tu pourrais les sauver, mais qu'il y a cette posture de scientifique que tu te dois de tenir où tu dis je ne suis pas Dieu. Dans le fond, est-ce que tu peux nous en parler un peu de tes émotions à ce moment-là et qu'est-ce que c'est ton éthique par rapport à ça? Ouais, ben, déjà, quand tu vas dans des endroits qui sont extrêmement sauvages et avec une grande abondance de vie, que ce soit les savanes du Serengeti ou les îles subantarctiques, c'est très frappant et on n'a pas l'habitude, mais il y a une prévalence de la mort très grande. La mort est partout, en fait. Et donc, la vie, c'est la mort. Et la mort, c'est la vie d'autres espèces. Donc, déjà, tu te prends ça dans la tête, ça te calme un peu. Et donc, à partir du moment où je repense là, cet hiver, j'étais en Géorgie du Sud, un endroit que j'adore, et il y avait un manchot qui s'était cassé la patte. Donc, il n'arrivait pas à marcher, il était à côté de toi. Oui, il souffre. Et on avait un vétérinaire à bord, tu vois, dans l'équipe. Et tout le monde nous disait, mais ramassez-le, on le soigne. Mais non, ben non, on n'est pas là on n'est pas là pour interagir. Donc oui, c'est des décisions difficiles contre l'éthique de la norme sociale humaine, fan d'animaux domestiques. Mais en réalité, la nature, c'est ça, c'est que tu te plantes, t'as pas le droit à l'erreur. Et pour nous, c'est pareil, hein. Quand on bosse sur les terres australes, tu te blesses, bah, t'as pas d'hôpital. Tu dois pas te blesser, point. Donc, ça te remet à ta place. Il y a des fois quand même où j'ai essayé d'interagir. On a pris la décision, on était trois, on arrive devant une zone où il y avait plein de bébés éléphants de mer qui étaient pris dans une grande flaque de boue et qui n'arrivaient pas à sortir. Et ils te regardent passer avec leurs yeux, là, ça te fend le cœur. Et on a essayé de les aider, mais on n'avait pas de pelle, on n'avait pas d'outils, donc on est parti. Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis même si jamais tu as un rat sur la tête d'un albatros, déjà tu t'approches, le rat il s'en va et il revient 5 minutes après. Tu peux rien faire. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça, enfin, je comprends, intéressant et enfin, voilà, ça vient, forcément un peu interroger, et ça je trouve que ça pose profondément la question de l'éthique. Dans le bouquin, donc là, je voudrais qu'on passe à une autre partie. Ce qui est très étonnant et ce qui fait vraiment de ce bouquin un ovni, c'est ce mélange avec toutes ces recherches scientifiques là dont on a un peu parlé et en parallèle, tu racontes tes explorations, scientifiques mais aussi personnelles pour trouver ta voie. Tu l'as mentionné, tout à l'heure, à un moment, tu as décidé, tu avais le job de tes rêves, tu étais à la recherche à Cambridge, c'est extrêmement prestigieux et tu t'es dit, je ne me sens plus à ma place. Aujourd'hui, tu avais toujours cette mission, cet engagement à cœur, mais c'était plus ta manière de servir ta mission. Et donc, tu es partie dans une nouvelle exploration qui était une exploration pour trouver ta voie. Et là, ça a été une aventure, enfin immense avec, plein d'étapes, plein d'outils, plein de rencontres. Est-ce que peut-être heu, 1re question un peu pour te lancer dedans, est-ce que tu peux juste nous dire un petit mot de pourquoi est-ce que tu as quitté Cambridge? J'ai quitté Cambridge parce que il y a eu 3 gouttes d'eau que je vous passe assez vite. La première, j'ai été victime de harcèlement moral, je dirais anonyme, par mon ancien directeur de thèse qui s'est opposé à la publication de mon article dans Nature, donc en gros qui aurait changé ma carrière, parce qu'il y avait une guéguerre entre labos et moi j'étais la victime de ça. Deuxièmement, quand l'article dans la BBC il est sorti à propos de ces synergies entre changement climatique et surexploitation des espèces, c'était un beau travail statistique, bah, digne d'être publié dans Nature puisque ça a failli passer, hein. Et le journaliste qui a écrit l'article, il a interviewé mon boss, donc le dernier auteur de l'étude, celui qui a trouvé les financements pour ça. Mais en fait, c'est moi qui fais tout le boulot, quoi. Et moi, j'étais citée à la toute fin de l'article comme un collègue de l'étude. Et il n'y avait même pas marqué docteur Déborah Pardo. Et moi, ça m'a même pas choqué au départ. Je montre ça à mes collègues au British Antarctic Survey le midi, et ils me disent, mais tu peux pas laisser faire ça, c'est pas possible. Et donc, j'appelle le journaliste, et personne répond pendant 24 heures.
48 heures. Et au final, je mets un tweet, hashtag Women in STEM, Science, Technology, Engineering and Math, en disant, mais c'est pas logique que vous m'appeliez collègue alors que c'est moi qui ai tout fait, quoi. Et donc, il a changé, il a mis docteur Déborah Pardo, auteur principal de l'étude. Et là, je me suis dit, il y en a marre quand même de ces injustices. Et c'est là que j'ai participé à un programme de leadership pour les femmes scientifiques qui m'a, enfin, qui a duré pendant 1 an en ligne et 1 mois sur un bateau en Antarctique avec 80 femmes de 16 pays. Et là, je suis descendue du bateau et, euh, et j'ai quitté la recherche. C'était une évidence. Parce qu'au final, et le point le plus important, c'est que là, l'article, il est publié. Il a fait bouger le statut de l'albatros à tête grise sur la liste rouge des espèces, de en danger à en danger critique. And so what? Qu'est-ce que ça change? On continue de faire des jolis trucs, les mettre dans des cases, mais les leaders qui prennent les décisions sur la pêche industrielle, la consommation en énergie fossile, l'éradication des espèces et tout le financement qui va derrière la transition, eh ben, ils changent rien. Donc, c'était une évidence qu'il fallait que j'utilise mes compétences nouvellement assumées grâce au programme de leadership que j'avais fait pour aller beaucoup plus loin que juste rester dans un labo, publier des articles. C'était pas possible. Donc là, je suis sortie, rentrée chez moi à Marseille, enceinte de ma fille, et c'était la question, ben, qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit oui à tous les projets qui sont arrivés. Donc, je suis devenue moi-même chef d'entreprise, spécialiste en intelligence collective, prof de développement durable pour des jeunes en difficulté, enfin, donc guide naturaliste en Antarctique, et je vous en passe. J'ai fait plein d'autres trucs jusqu'à ce que petit à petit je converge vers. Bah, j'ai gardé le projet Arship Sisters qui a été un gros mouvement pendant 6 ans. Et d'ailleurs, il y a une ancienne de l'équipe qui est dans le live actuellement. Est-ce que tu Julie. peux nous en dire un petit mot parce il est assez fou ce projet. Ben, j'ai mis mes tripes, quoi. J'ai mis mes tripes et ma façon de voir le monde, c'est-à-dire avec beaucoup de complexité, de pas avoir peur de la complexité. Donc, je voulais faire un mouvement que j'ai cofondé, on était deux au départ, hein, avec une amie marin. Le but, c'était d'aider des femmes à quitter des boulots dans lesquels elles trouvaient pas de sens pour devenir entrepreneurs et créer des boîtes impact natives qui sont beaucoup plus faciles à comment dire, pour réduire l'impact environnemental d'une entreprise que de changer une boîte existante. Et ça permettait de créer des emplois du futur qui n'existent pas encore. Donc ça, c'était notre idée de départ. Mais pour ça, on s'est dit, il faut permettre à ces femmes, donc déjà d'avoir un incubateur spécialisé sur les projets environnementaux qui leur apporte tous les éléments. Mais en parallèle de ça, il faut un programme de leadership qui dépote pour leur donner suffisamment d'ambition, qu'elles se contentent pas juste de faire un petit projet, c'est toujours ce petit mot là, je fais un petit projet avec des petits fonds, avec des petits nœuds. Non, donc on voulait qu'elles fassent des grands projets avec beaucoup de fonds et avec beaucoup de confiance en elles et vraiment faire changer le leadership qui est aujourd'hui à 70% dans les mains des hommes. Hein. J'ai rien contre les hommes, hein, mais il y a quand même une vision à combiner entre les deux mondes. Et, euh, et puis ça tourne, tu vois, pendant 6 ans, on fait une première promo, une deuxième, une deuxième promo, une troisième promo, et là, j'ai essuyé tous les plâtres possibles, je pense, et j'ai fait toutes les erreurs de management possibles, puisque moi, je viens de la recherche. Et je partais du principe que je pouvais tout apprendre parce que je suis chercheur. C'est vrai, mais ça prend du temps. Et le temps, on l'avait pas trop, quoi. Parce qu'il y a urgence. Donc, j'ai foncé tête baissée. Et il y a un parallèle intéressant aussi que je me disais, j'ai jamais voulu travailler avec les humains. Je me disais, moi, je veux travailler avec les animaux. Et au final, quand j'ai quitté la recherche, j'ai travaillé que avec des humains. Et ça a été une expérience hyper difficile parce que bah, on a essuyé le départ de la cofondatrice au bout d'1 an. Après, il y a eu le Covid. Après, il y a eu des problèmes financiers. Donc, j'ai avancé avec des sous-personnels. Après, il y a eu une promotion avec des nanas qui voulaient pas payer. Et moi, j'étais là, mais attendez, vous avez suivi tout le programme. Moi, je vous ai fait des arrangements financiers et je m'étais pas protégée du coup par rapport à des petitesses que certaines personnes peuvent avoir, mais que j'imaginais même pas. Et à la fin, c'était quasiment une promotion entière qui se rebellait contre le programme alors qu'on n'avait même pas déroulé un tiers du programme, tu vois. Mais parce que ça canalisait la peur d'agir sur sa vie personnelle. C'était peut-être trop complexe pour l'époque. Je trouve que ça canalisait beaucoup de peur et du coup, les sisters, elles se liguaient entre elles contre le programme alors qu'on n'avait même pas
avancer suffisamment, tu vois. Donc je pense que j'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait plein d'erreurs de croire que les gens ils allaient penser comme moi et être OK pour payer soi-même un programme qui pourrait être remboursé par les organismes de formation. Mais donc ça, le temps qu'on le mette en place, c'était plus viable économiquement. Et quand l'élément déclencheur de la fermeture, bon, au-delà des soucis financiers, parce on avait un triple modèle économique et un double modèle juridique, c'était la DG que j'ai formée pendant 8 mois, elle signe son CDI, je pars en Antarctique, elle fait un AVC sous la pression du travail. C'est pas possible. Donc moi, je me suis dit, je suis là pour avoir de l'impact. Si les sisters ne sont pas contentes et si parce que c'est trop complexe et ça leur demande trop d'efforts, je conçois. Mais si en plus au niveau financier, c'est tellement difficile qu'il y a des problèmes de santé dans l'équipe, c'est pas la peine. Donc là, j'ai Ouais. décidé de voler de mes propres ailes. Mm. Et ouais, il est courageux ce témoignage parce qu'on a assez envie de super, on va avoir de l'impact, tu quittes le labo de recherche et puis derrière tout va bien, c'est génial, etc. Alors que là, tu oses voilà, raconter ces difficultés auxquelles tu t'es confrontée, les apprentissages que tu en as fait, les remises en question, puis juste de dire qu'il y a des moments où ça a été vraiment dur. Ah, c'est horrible. Euh, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, et on sent que c'est profondément ta nature, tu ne te laisses pas abattre. Il y a des rebonds, enfin voilà, tu fais plein de rebonds. Est-ce que tu nous dirais un petit mot peut-être sur la suite, tu vois, après ce moment comment ça s'est Ben là, en gros, au bout d'un moment, c'est pas tout, c'est pas mon corps qui a lâché, mais presque. C'est-à-dire que ça devenait intolérable pour moi, qui est la notion de la valeur respect qui est très importante. J'arrivais pas à me dire qu'on me manquait de respect comme ça, alors que c'est vrai que de leur point de vue, ça pouvait être perçu dans la même chose. Et donc là, on a arrêté. Et il y a une coach de l'équipe qui m'a dit, mais Déborah, je comprends pas comment t'as pas fait de burn-out en fait, vu la quantité de travail que t'as passé là-dedans. Et je pense que c'est grâce à mon biais d'optimisme. Donc oui, j'assume, j'ai un biais d'optimisme, je refuse de voir le monde en négatif. Et ce biais d'optimisme, il m'a permis d'avoir justement la résilience nécessaire pour remonter la pente. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, alors que c'est un peu paradoxal, puisque moi je pense que la situation impose de l'intelligence collective, comme ça marche dans la nature de toute manière. Donc, ben, c'était l'occasion d'écrire le livre, en fait. Quand j'ai fermé, j'ai eu du temps. Je me suis dit, j'ai plein de trucs à dire. Ça fait 10 ans que j'ai envie d'écrire un bouquin. Il faut que je raconte, mais comme j'aime la complexité, je pouvais pas juste raconter mon histoire. Et on me disait, il faut que tu la racontes, elle est inspirante. Ok, certes, mais j'ai pas envie de faire un bouquin qui raconte ma vie, c'est nul. Après, je me disais, mais je vais raconter la vie des albatros. Ouais, mais pareil, c'est pas super intéressant. Qui c'est qui va acheter un bouquin sur la vie des albatros? Et puis, en écrivant la vie des albatros, j'étais obligée d'expliquer un petit peu comment elle fonctionnait la planète et comment je fonctionnais moi. Et au final, j'ai mis 1 an à trouver comment j'allais faire et 1 an pour écrire justement ce tissage ovni, comme tu dis, entre ces trois éléments indispensables. Et donc la suite, maintenant que le livre, donc je l'ai écrit l'année passée, il sort cette année. Et là, je suis sur un autre gros, gros dossier qui m'a pris les 10 dernières années. C'est comment je fais pour aider à grande échelle, avec justement un changement de leadership que j'ai appelé le leadership d'envergure. Comment aider les gens à comprendre en juste 1 heure par jour ce qui se passe à l'échelle mondiale et comment ils peuvent trouver un cap d'impact là-dedans. Donc, j'ai synthétisé beaucoup, beaucoup d'informations interdisciplinaires de plein de choses et je sors une masterclass. Il reste une dizaine de places là, jusqu'au 12 juin pour s'inscrire et vivre 1 heure par jour pendant 28 jours pour arrêter d'angoisser sur le futur et devenir des leaders d'envergure. Ok, on y retrouve tout là, on y retrouve Merci. ton optimisme, on y retrouve la métaphore avec les albatros, on y retrouve tout le travail que tu as fait ces 10 dernières années sur le leadership. Bon, ça donne très envie. Euh, Tu nous as dit aussi tout à l'heure que donc dans trouver ta voie, que voilà l'Antarctique, les albatros, il te manquait trop, que tu avais réussi à trouver un moyen de repartir.
Et tu racontes, c'est quand tu as été embauchée pour ce poste un peu de conférencière naturaliste en Antarctique, tu étais enceinte jusqu'au cou, enceinte de 8 mois. Donc, ça implique que tous les ans, tu partes plusieurs semaines. Parfois, c'est jusqu'à 6 semaines. 7, j'ai fait 7 cette année. Parfois, c'est jusqu'à 7 semaines. Voilà, tu as 2 enfants. Et donc, comment ça se passe? Comment est-ce que tu arrives à garder cette casquette exploratrice tout en étant maman? Bah, déjà, j'ai un partenaire génial à qui j'ai dédié le livre d'ailleurs, parce que sans lui, j'en serais pas là, c'est clair. À chaque fois que j'ai une idée farfelue et j'en ai 10 à la minute, il me dit: «Bah, vas-y fonce ou alors arrête tes conneries». Donc je l'écoute. Et hem et puis parce qu'au moment où on s'est mis ensemble et j'en parle dans le livre, j'avais 19 ans et j'avais déjà signé mes papiers pour partir en Erasmus. Donc en fait, le deal de départ, c'était, si tu veux être avec moi, tu me coupes pas les ailes parce que, je ne peux pas être autrement, point. Et donc la question s'est posée à plein de reprises, hein. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Mais je peux pas rester. J'ai besoin de partir. Et là, justement, pendant cette phase où je portais Earthship Sisters et où je bossais à côté, hein, parce que je me payais pas assez avec Earthship Sisters, c'était vital pour moi d'avoir cette soupape en Antarctique où je revoyais les albatros, où j'avais le temps de lire 7 bouquins en 7 semaines et où j'avais toutes les idées et la vision pour l'année à venir. Et ça, bah, c'est grâce à mon partenaire et à certaines règles qu'on a mises ensemble et qui sont racontées dans le bouquin, dans un encadré spécial. Ouais, est-ce que du coup, de manière très concrète, tu peux enfin voilà, nous en dire quelques mots? C'est quoi ces règles du coup que vous vous êtes fixées? Comment tu t'organises très concrètement pour rendre ça possible? Ah, ben, dire, je suis retombée sur la page. Donc, mes tips de maman exploratrice. Premièrement, le départ, il se prépare. C'est-à-dire, tu peux pas partir comme ça. Moi, j'ai 1 mois de préparation. J'ai marqué psycho-administrativo-logistique avant de partir. Déjà, psychologiquement, parce que je culpabilise à mort. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? Je vais pas les voir grandir. Je rate un douzième de leur vie. Enfin, à chaque fois, je calculais. Et donc, je tourne en boucle et petit à petit, je m'auto-soigne. Administratif, parce qu'il faut que mon mec il soit capable de tout gérer, que ce soit l'école qui appelle en urgence ou la cantine à payer ou les habits où ils sont ou les affaires de ski où elles sont. Enfin, en fait, on est super bien organisé à la maison et il sait aussi bien gérer la maison que moi. Alors, c'est pas avec le même style, mais j'accepte. Et aussi beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes, elles viennent du fait que les femmes n'acceptent pas que les mecs ils fassent à leur façon. Je dis ça là. Et logistique, bah, ça vient, bah, c'est la préparation bah, du matos et de tout ce que je dois emporter. Ensuite, il y a un autre truc qui est très très important, c'est que chaque année, quand je pars en Antarctique, comme c'est un peu insolite, je vais dans l'école et je vais intervenir dans la classe de chacun de mes enfants. Donc là, ils sont en CM2 et CE1, mais ça fait 7 ans que je fais ça, donc j'ai commencé au tout début. Et, euh, et je raconte le voyage et du coup, je deviens la star de l'école. Je raconte avant et après. Et pendant, j'envoie des photos que les maîtresses, elles montrent. Donc, mon fils, il m'a dit une fois: «Maman, les enfants, ils avaient tellement de questions que j'ai dû organiser une file d'attente dans la cour de l'école, quoi, où tu posais une question, tu retournais au fond de la file». Là, je me suis dit: «C'est bon, j'ai réussi mon coup». Ouais. Un point important, c'est qu'on a longtemps évité les visios. Quand toi, tu es dans ta bulle là-bas et qu'eux, ils ont trouvé un équilibre sans toi, s'appeler, ça c'est horrible. S'appeler en visio, moi, je trouve que c'est horrible. En tout cas, pour moi, ça marchait pas du tout. Donc, ce qui marche là, c'est de s'envoyer des photos, que lui, il filtre en amont, tu vois? Et se faire des messages vocaux quand les enfants, ils sont disposés à raconter des trucs et à écouter ce que tu as à raconter. Si tu les prends un peu n'importe comment, à des moments où ils se mettent à pleurer quand tu raccroches, en fait, tu te sens super mal et eux pareil. Donc on évite les visios et on a une autre règle, c'est que en cas d'accident ou de problème grave, que ce soit, bah, avec les parents, les grands-parents, les enfants, on a une sorte de limite acceptable jusqu'au au niveau de laquelle, je dois pas être informée et au niveau de laquelle je dois être informée, quitte à faire des pieds et des mains pour pouvoir rentrer, même si ça prend 3 semaines. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Et si moi j'ai un accident, ben pareil. Et tu racontais autre chose, moi, qui m'a beaucoup touchée dans ton bouquin, c'est que
tu racontes qu'un jour, je sais plus, tu reçois un dessin de ta fille, Mmh. sur lequel elle dit, «Maman, pourquoi tu es partie? Enfin, tu me manques» et voilà. Tu dis à quel point, sur le coup, ça te brise le cœur, mais en même temps, tu sais, quelque part que, en fait, c'est ta voix, tu peux pas faire autrement, elle peut pas le comprendre maintenant, mais qu'elle le comprendra plus tard et c'est peut-être un cadeau, dans le fond, que tu lui fais de, lui montrer cette liberté et du coup, que tu prends ce temps de lui expliquer, voilà, que sa maman, elle est exploratrice. C'est sa maman, mais c'est aussi une maman exploratrice et je trouvais ça, enfin très touchant, assez enfin pas évident comme équilibre, mais assez, admirable, quoi. Bah, c'était super dur, hein, et donc là, dans ce cas-là, j'ai cassé ma propre règle, et je lui ai téléphoné. Et après, enfin, comme je suis conférencière aussi, je suis tout le temps en déplacement, hein, même quand je suis à la maison. Et c'était une souffrance à chaque fois qu'elle me voyait partir. Non, enfin, le truc qui te brise le cœur. Et en même temps, je pense qu'avoir enfin, des parents épanouis, hein, parce que ça marche aussi bien pour le papa que la maman, c'est quand même le premier cadeau qu'on peut leur faire. Mmh. Ouais, je te rejoins complètement. Hem, alors, on a fait, un joli tour d'horizon. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots là sur la suite, pour toi? Bah écoute, moi, depuis que j'ai décidé de voler de mes propres ailes, ben, je vais plus vite. Et comme je suis une bosseuse acharnée, ben là, j'ai écrit le livre l'année passée. Là, je sors la masterclass. C'est quand même un monument de travail. Et j'expérimente du coup tout un tas de techniques de marketing digital que je connaissais pas avant. Donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir créé un écosystème de services avec, ben, en tant que guide naturaliste, je suis aussi rentrée au conseil d'administration du Parc national des Calanques. J'ai le livre, la masterclass, les ateliers avec les chefs d'entreprise et les conférences pour les grandes boîtes. Et en fait, le tout avec ma présence sur LinkedIn et maintenant Instagram. Et ouais, j'ai craqué. J'essaye d'alimenter le tout pour que mes offres s'auto-appellent les unes les autres. Donc, c'est réfléchi et ça a pris un petit peu de temps. Mais là, quand la masterclass, elle sort le 12 juin, normalement, j'ai tout qui est en place et je fais plus rien. Non, je rigole, je sais pas le faire. On va voir, je trouverai un autre truc. Écoute, je te le souhaite vraiment, je te le souhaite. Merci. OK, on va arriver à la fin, de ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions pour Déborah? On a vu en tout cas qu'il y avait beaucoup beaucoup de retours enthousiastes. Mmh. Alors, en attendant, que les questions arrivent, hem, on va vous envoyer donc tous les liens. Le livre de Déborah, super, Thibaut l'a partagé dans le chat. Donc le livre de Déborah, on rappelle «Déployer sa vie comme un albatros», aux éditions Tana. Vous avez le lien du coup vers la masterclass. La conférence «Rester optimiste face à la crise environnementale», qui est proposée notamment, par Rivage. Le site web directement de Déborah. Et puis un peu plus d'infos, sur nous et concernant notre prochain webinaire. Le prochain webinaire aura lieu le 17 juin à 11h30. Il sera avec Alice Vitou et sur le thème de l'océan. Vous savez, il y a l'UNOC, la conférence des Nations unies, sur l'océan qui a lieu à peu près à cette période au mois de juin. Et donc, on avait vraiment envie de faire un webinaire pour expliquer comment l'océan est notre premier allié dans la lutte contre la crise environnementale, aussi bien contre le changement climatique que contre l'érosion de la biodiversité. Voilà, si vous voulez tout apprendre sur l'océan, c'est le 17 juin. Et enfin, vous avez les liens pour nous suivre.
Écoute, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de questions, mais que tu auras des futurs lecteurs là en préparation suite à ce webinaire. Mais en tout cas, je voulais te redire un grand merci de nous avoir accordé ce moment. Je me suis régalée à te lire et à discuter avec toi pendant cette heure. Euh, voilà, et puis bah, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup Clémence et bravo pour ce que vous faites avec Rivage, avec Thibaut. Un peu triste de ne pas avoir de questions, mais merci si vous êtes content, c'est le principal. Salut Déborah.